Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo. Un retour sur l'actualité de la semaine. Tout de suite, les titres de ce vendredi 4 janvier. Pour ce premier 7-8 l'hebdo de l'année, nous reviendrons sur 2018, 12 mois mouvementés sur le plan politique. Nous recevrons Stéphane Manson, doyen honoraire de la faculté de droit et de sciences politiques de l'UVSQ. Fusion de communes, dernière activité avant la rentrée. Coup d'œil également, comme chaque vendredi, sur l'actualité de la semaine. Et puis, avec les fêtes, nous festoyons et nous remettrons ça ce dimanche avec l'Épiphanie. Reportage à suivre à Galouis à la rencontre d'un artisan chocolatier. Commençons cette nouvelle année par un bilan sur la précédente, une année 2018 marquée par plusieurs mobilisations. Bonjour Stéphane Manson. Bonjour. Vous êtes doyen honoraire de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. L'année 2018 avait mal commencé pour Emmanuel Macron avec la grève des cheminots. Autre mobilisation, celle des agriculteurs, des enseignants et étudiants, du personnel soignant. Et le mois de novembre a été impacté par une manifestation qui ne vous a pas échappé, celle des Gilets jaunes. Ils voient et dénoncent les coûts de la vie augmenter. Comment peut-on expliquer cette colère sociale ? C'est une colère sociale, comme vous le dites, c'est vraiment une colère beaucoup plus qu'un ensemble de manifestations organisées ou qu'un mouvement structuré, et c'est ce qui fait l'originalité de cet événement. Je crois que tous les analystes l'ont bien relevé, c'est une cristallisation de 30, de 40 années de crise. Depuis, en résumé, depuis le début des années 80, époque à laquelle la France s'est ouverte à la notion d'économie de marché, etc., beaucoup plus largement qu'elle ne l'était par le passé. Donc voilà, Emmanuel Macron, tel un paratonnerre, cristallise sur lui 30, 35, 40 ans de colère. Et pourtant, la colère des Gilets jaunes ne s'est pas calmée. D'autres manifestations sont prévues ce week-end. La réponse apportée par le gouvernement et Emmanuel Macron est-elle vraiment suffisante ? Mais si vous voulez, là, moi, je m'y perds, parce qu'au fond, voilà des réponses alors qui ont été faites peut-être tardivement, qui ont été faites plus ou moins dans une forme de sauf qui peut politique, certes, mais enfin, c'est une réponse. Et je m'y perds aussi parce que j'entends assez mal les revendications de ce mouvement des Gilets jaunes, qui vont de la démission du président de la République, à quel titre une minorité est-elle en droit d'attendre la démission d'un élu qui a été désigné pour un mandat de 5 ans, la mise en place d'un référendum dit d'initiative citoyenne. Alors là, en effet, pourquoi pas, mais les choses ne peuvent pas se décider du jour au lendemain. Donc, dire si la réponse est suffisante, moi je sais qu'en tant que contribuable, cette réponse va, pas seulement à moi, fort heureusement, coûter entre 10 et 15 milliards d'euros. Donc c'est au moins une réponse. Et vous venez de l'évoquer, le référendum d'initiative citoyenne. Le gouvernement va lancer en janvier le grand débat national. Un nouveau mode de gouvernance est-il en train d'émerger ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on ait affaire ici à ce qu'on a appelé parfois un peu rapidement le nouveau monde. Je crois que ce sont des recettes qui ont déjà fonctionné, alors de manière plus ou moins efficace, mais donner la parole aux Français, je ne dis pas au peuple, le peuple se prononce, lui, dans les isoloirs, le jour des élections, notamment et surtout, mais donner la parole aux Français, ça n'est pas un exercice récent, et puis ça n'est jamais un mauvais exercice. Le tout est de savoir ce qui sera fait des réponses qui seront apportées. Et changer le mode de gouvernement, est-ce la solution pour sortir de la crise ? Alors, changer le gouvernement, pourquoi pas ? Ça peut être une réponse politique. Il y a d'autres réponses politiques possibles. Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale, notamment. Mais ça risquerait, si vous voulez, d'ajouter une crise politique à une crise sociale qui est déjà très aiguë. Et je ne crois pas que ce soit nécessairement une bonne idée. Donc il appartient au gouvernement et surtout au président de la République, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est très seul. Il est très isolé, faute d'être entouré par des poids lourds politiques suffisamment importants. Il appartient au président de la République donc d'essayer de recoller avec l'opinion. Et ces mobilisations illustrent la faiblesse du dialogue social en France, selon vous ? Elles illustrent plus. Elles illustrent
non seulement la faiblesse du dialogue social, puisque les syndicats ont été très largement dépassés, mais elles illustrent aussi la faiblesse des partis politiques. Ça, c'est une constante dans la vie politique française. Contrairement à d'autres démocraties, je pense au Royaume-Uni ou à l'Allemagne, par exemple, qui disposent de partis politiques très forts, très puissants, très anciens, notre vie politique est insuffisamment structurée, avec des partis qui, de surcroît, à la faveur de l'élection présidentielle de l'année dernière, connaissent une crise qui n'est toujours pas résolue. Comme la crise des Gilets jaunes qui dure et avec encore des mobilisations prévues ce week-end. Est-ce que justement cette crise va durer en 2019, des changements à prévoir ? La crise des Gilets jaunes, si vous voulez, elle a, de mon point de vue, a priori pas vocation à durer. Des réponses sont apportées et puis un mode de dialogue est proposé. Moi, ce qui m'a choqué dans cette manière de faire, c'est que d'emblée, je parle au pluriel et sans savoir vraiment, sans distinguer, parce que je ne le peux pas, mais d'emblée, les Gilets jaunes se sont situés hors du cadre de la démocratie, parce que la démocratie, c'est deux choses. C'est d'abord voter et puis ensuite, c'est délibérer, c'est-à-dire débattre. Et donc, refuser pour la plupart d'entre eux le débat jusqu'à aller se faire menacer si les uns ou les autres allaient dialoguer avec des membres du gouvernement, ça, ce n'est pas un jeu démocratique. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que, et alors, j'entends ou je lis que certains gilets jaunes souhaiteraient constituer des listes, souhaiteraient même pour certains d'entre eux constituer des partis politiques. Voilà une démarche réellement politique et qui colle avec ce qu'est la démocratie. La démocratie, c'est voter pour des élections, pour répondre à une question référendaire et surtout débattre. Merci. Restez avec nous, Stéphane Manson. À présent, faisons le tour de ce qu'il s'est passé durant la semaine. Une nouveauté pour cette année 2019. 3 communes nouvelles sont nées au 1er janvier dans les Yvelines. Parmi elles, le Chesnay et Rocancourt se sont officiellement mariés lors d'un conseil d'installation programmé ce mercredi 2 janvier au Chesnay. Philippe Briot a été élu maire de la commune nouvelle. Le reportage de Mickaël Elmidoro. Le Chesnay et Rocancourt sont officiellement mariés. Après plusieurs mois de délibération, les 2 communes ont officiellement fusionné lors d'un conseil d'installation programmé ce mercredi 2 janvier au Chesnay. La fusion est un acte d'avenir, un acte logique dans la mesure où la fusion permettra de réaliser des choses que nous n'étions pas en mesure de faire jusqu'à présent, de réaliser des économies d'échelle et puis de gouverner avec beaucoup plus d'aisance et de facilité, de rendre un maximum de services à la population. Lors de ce conseil, 17 adjoints ont été nommés. Jean-François Peumry, ancien maire de Rocancourt, a notamment été désigné premier adjoint de la ville. Pour le poste de maire, l'ancien élu du Chesnay, Philippe Briot, seul candidat, prend la tête de cette nouvelle commune baptisée Le Chesnay-Rocancourt. Il a obtenu 48 voix sur 57 après un vote à bulletin secret. Moi, c'est la première fois que je suis amené à gérer une commune toute nouvelle qui a que quelques heures. Donc cela nous a appris avec l'administration beaucoup de choses, beaucoup de légalité et beaucoup de réinitialisation de la commune. En bref, une bonne remise en cause de tout le monde, ça fait du bien et ça va rebooster nos 2 communes. Prochaine étape pour la ville nouvelle du Chesnay-Rocancourt, définir le nom de ses 33 000 habitants. La décision devrait être prise à la fin du mois de janvier lors d'un prochain conseil municipal. 14 communes nouvelles ont été créées en Île-de-France, 3 dans les Yvelines. L'heure est au regroupement, Stéphane Manson. Oui, enfin, l'heure est au regroupement, c'est une obsession française. Vous savez, à la Révolution, on comptait 44 000 communes. Et pendant très longtemps, il y en a eu 37 000. Et on ne parvenait pas à infléchir cette courbe fichue, parce qu'il y a trop de communes en France. Bien entendu, l'émiettement communal est source de faiblesse pour les communes. Et donc, pour la première fois dans notre histoire, nous descendons au-dessous de ce seuil symbolique des 37 000 communes. Je crois qu'il doit y en avoir 35 800 et quelques. Et ce chiffre est plutôt en baisse. Alors, pas de manière extraordinairement visible, mais enfin, le mouvement est amorcé avec ces possibilités de fusion de communes qui sont, au fond, une excellente chose. Une excellente chose par rapport à la dotation de l'État ?
Non, enfin, il y a des incitations financières. Ça fonctionne parce que les communes sont incitées financièrement et budgétairement à fusionner. Mais aussi, je crois que les populations ont pris conscience que, avec 37 000 communes, vous savez, il y a en France 80% des communes qui comptent moins de 2000 habitants. Et donc, avec des communes aussi petites, d'aussi faible taille, il est très difficile de répondre aux vœux, aux demandes, aux besoins des habitants. C'est donc en fusionnant, en se regroupant, qu'on peut aussi simplifier les choses. Au-delà de l'intercommunalité qui consiste pour les communes à se regrouper, cette modalité beaucoup plus radicale, beaucoup plus absolue que sont les fusions, sont, de mon point de vue, vraiment une très bonne chose. Merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes doyen honoraire de la faculté de droit et de sciences politiques de l'UVSQ. À présent, repartons dans un univers plus apaisé, celui des fêtes. Les châteaux yvelinois se parent de leurs plus beaux atouts et vont vous faire découvrir leur histoire. Au château de Rambouillet, c'est à travers les contes traditionnels avec évidemment Charles Perrault, mais aussi Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Les récits continuent jusqu'à la fin des vacances. Immersion dans les contes avec Mélanie Poquet et Mickaël Elmidoro. Je suis la comtesse de Marsay. Je suis la gouvernante du petit enfant du château de Rambouillet, celui qui s'appelle Louis-Jean-Marie de Bourbon-Penthièvre. Si Rambouillet nous était conté. Au château pendant les fêtes, direction le XVIIIe siècle. La conteuse émerveille petits et grands dès l'âge de 4-5 ans. On reste dans un lieu historique et j'aime allier l'histoire, la vraie, l'histoire de France et en même temps les petites histoires amusantes pour que ces lieux ne soient pas juste des lieux d'histoire un peu poussiéreux, mais que ce soit vraiment des endroits vivants. La tradition, le mot-clé de ce rendez-vous annuel du monument rambolitain. Avec Château des Contes, le public renoue avec l'histoire, loin de certaines superproductions. On va toujours mettre en avant la morale des fables, le fait que les contes étaient utilisés à l'époque pour apprendre des choses aux enfants. Mais finalement, s'il y a bien des vacances et un moment où on va beaucoup plus privilégier la féerie et juste le plaisir d'être en famille, d'écouter des choses un peu merveilleuses et de profiter d'un tel cadre, c'est Noël. Il était une fois un roi. C'est magnifique, je me régale, j'espère autant que les enfants. J'aime bien, c'est drôle, j'aime surtout les histoires. Déjà, j'aime beaucoup les pièces, les peintures, et j'aime aussi bien les histoires. Si Charles Perrault est bien sûr l'auteur phare en cette période de fête, Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, auteur de La Belle et la Bête, et Jean de La Fontaine ne sont pas oubliés. Un moment familial à partager pour prolonger encore un peu ces fêtes de fin d'année. Vous l'avez jeté ? Qui aura la fève? Une question que vous vous poserez ce dimanche. On vous donne déjà faim avec le reportage d'Aurélie Ronze. C'est parti pour 30 minutes de cuisson. Nous ne sommes pas dans une boulangerie, mais dans l'atelier d'un artisan chocolatier. Cédric Turmel, pâtissier de formation, est tombé amoureux du chocolat dès son plus jeune âge. Installé à Galuy, ses créations gourmandes sont exposées dans son showroom. Elles ont toutes une particularité, la matière première qu'il utilise est certifiée bio. J'ai choisi de travailler que le bio. Parce que dans ma vie privée, je fais attention à tout ce que je mange et je me suis dit, on va être en adéquation avec nos clients. Étant donné que je ne fais que des petites quantités, je peux me permettre de faire du bio. Cédric Turmel travaille en direct avec des producteurs de Madagascar, d'Équateur ou encore du Pérou. Les fèves de cacao sont ensuite transformées dans son atelier. Le chocolatier préfère miser sur la qualité plutôt que la quantité. Dans sa boutique et depuis peu sur son site internet, vous trouverez essentiellement des mini-tablettes fourrées au praliné ou au caramel fleur de sel. Et durant le mois de janvier, des galettes à la frangipane. Alors la frangipane, elle est aux éclats de fèves. Elle reste, c'est pas la frangipane qui est au chocolat. Et en guise de fèves, Cédric Turmel a souhaité rester dans l'univers qu'il affectionne. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. On se retrouve lundi dès 18h pour l'information. Passez un excellent week-end.